Bonjour, je suis Philippe Poirier, je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg et titulaire de la chaire de recherche en études parlementaires. Nous allons aborder aujourd'hui la question des origines de la démocratie libérale. C'est indissociable de la question de la modernité politique. Qu'est-ce que la modernité politique ? C'est un mouvement intellectuel né au XVIe siècle, avec le prince de Machiavel d'une part, et d'autre part une conquête progressive du pouvoir par la société, au détriment des monarques qui avaient une conception patrimoniale et absolutiste de celui-ci. Cette conquête du pouvoir par la société s'est réalisée par l'extension du domaine d'action du Parlement, à l'exemple du Royaume-Uni au XVIIe siècle, par les révolutions aux États-Unis et en France au XVIIIe siècle, ou bien par l'émancipation nationale, comme en Italie et en Allemagne au XIXe siècle. Au niveau de la théorie politique, nous devons faire particulièrement attention à trois œuvres fondatrices. La première est celle de Thomas Hobbes, avec deux ouvrages majeurs, le Décuvé en 1640 et le Léviathan en 1651. En premier lieu, le philosophe britannique Thomas Hobbes estime que l'état de nature ne saurait être le fondement du politique. Il faut dès lors distinguer entre l'état de nature, la loi naturelle et la loi. L'état de nature est régi selon lui par la violence, l'anarchie et la peur. Les lois naturelles sont quant à elles commandées par la raison. Elles visent à créer les conditions de la paix, à élaborer un contrat social par lequel chacun renonce à des droits en vue d'établir cette paix et à faire respecter la justice, quelle que soit sa condition. La loi est quant à elle l'objet de la volonté des citoyens, transformée par la puissance de l'État, à laquelle les citoyens doivent se soumettre. En second lieu, Thomas Hobbes nous propose de nouvelles règles en politique. La puissance de l'État d'une part, et d'autre part, le monopole de la violence légitime par l'État. La puissance de l'État doit être comprise comme la possibilité pour une société librement organisée de fabriquer des lois dès lors qu'elles sont consenties par un Parlement issu de la volonté des citoyens, et ce dans tous les domaines. En d'autres termes, l'État peut créer, proposer, administrer et évaluer des politiques publiques qui touchent tous les aspects de la vie, l'économie, la culture, le social, la famille, la sexualité, l'éducation, l'environnement, la religion ou bien encore la sécurité. Il n'y a pas d'autre limite de la puissance de l'État que l'État lui-même. En troisième lieu, Thomas Hobbes définit un nouveau cadre de l'action politique, la souveraineté. Celle-ci s'entend du pouvoir de l'État de définir et d'exécuter sa politique intérieure et extérieure sans en référer à aucune autre entité supérieure. C'est la qualité d'un État qui n'est soumis à aucune puissance extérieure ou intérieure. Elle est la source de pouvoir absolu, mais non pas illimité de l'État. En somme, la souveraineté est l'attribut fondamental de l'État, sans laquelle il n'en est pas un. C'est l'expression de son indépendance vis-à-vis des autres États, depuis le traité de Westphalie en 1648 jusqu'à nos jours. Cette conception de la souveraineté est déterminante pour comprendre la démocratie libérale contemporaine. Elle inclut forcément ce que l'on nomme la souveraineté de l'individu. Ce dernier détient des droits imprescriptibles et des devoirs envers l'État. La souveraineté de la loi est aussi partie essentielle de la démocratie libérale. C'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir d'autres lois que celles votées par le Parlement et garanties par un ordre constitutionnel lui-même érigé par le droit, la jurisprudence et la production normative d'institutions dédiées à celui-ci, que sont aujourd'hui les conseils ou les cours constitutionnels. La souveraineté est aussi celle du Parlement. Cela signifie que seul un Parlement élu par les citoyens est légitime pour voter la loi et contrôler l'action du gouvernement. La seconde des grandes théories est celle avec Alexis de Tocqueville. Deux œuvres majeures, de la démocratie en Amérique, 1841, et l'Ancien Régime et la Révolution, 1856. Le philosophe français nous propose d'abord une définition du pouvoir social.
Il s'agit de l'ensemble des mécanismes et des relais qui imposent sur tel ou tel sujet une opinion dominante devant laquelle le pouvoir politique se sent comme paralysé ou il doit du moins tenir pour un paramètre essentiel de son action. Ensuite, il fonde la sociologie politique qui pour lui est une étude systématique de la causalité du social. Enfin, il conclut par l'existence d'un nouvel état social qui est illustré par l'égalité des conditions comme un fait qui a une influence prodigieuse sur la marche des sociétés comme le fait générateur. L'égalité, caractéristique du nouvel état social, n'est plus seulement pour lui l'hypothèse en vertu de laquelle le nouveau régime, abolissant tout privilège de naissance, accorde à chacun des droits égaux, c'est aussi un principe infiniment actif qui bouleverse tous les aspects de la vie humaine. L'état social démocratique détermine très rigoureusement ce que ne peuvent pas être les institutions politiques. Elles ne peuvent pas être aristocratiques et que d'autre part, il laisse indéterminé et donc il abandonne à la prudence des peuples ce qu'elles peuvent être, despotiques ou libres. La démocratie est à la fois un état social et un dogme de la souveraineté du peuple. Il n'y a pas de contradiction entre la définition sociale de la démocratie et sa définition politique. Elles disent la même chose, de deux façons différentes. Dire que l'état social est démocratique, c'est dire qu'aucun citoyen n'est tenu d'obéir à un autre citoyen, sauf bien sûr quand ce dernier est l'agent de la souveraineté du peuple, et même qu'aucun citoyen ne dépend d'un autre citoyen. Dire qui règne la souveraineté du peuple, c'est dire que chacun n'obéit qu'à lui-même ou à son représentant. L'état social définit le moment négatif de la démocratie. La souveraineté du peuple, son moment positif. Tocqueville cite « À mesure que les citoyens deviennent plus égaux, la disposition à en croire la masse augmente. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public, car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. La modernité politique, pour Alexis de Tocqueville, peut conduire dès lors parfois au despotisme, ou à une démocratie raisonnable. Voyons désormais la troisième contribution avec Hannah Arendt, avec des œuvres majeures. 3. Les origines du totalitarisme en 1951, la crise de la culture en 1961 et Essai sur la Révolution en 1963. La philosophe allemande naturalisée américaine nous propose de comprendre comment la démocratie peut s'effacer et laisser la place au totalitarisme selon 3 schémas. 1. Le déracinement produit par l'effondrement de la société de classe et de ses fonctions sociales qui privent les hommes d'un monde commun, mais aussi de la condition de pluralité constitutive de ce monde, pluralité des perspectives sur un même monde, qui en atteste et reconduit l'existence. 2. L'idéologie est ce substitut d'un principe d'action politique pour des individus privés de tout intérêt et de toute conviction. Elle est la puissance en acte d'un mouvement qui emporte tout le monde sur son passage, au nom des lois supérieures de la nature ou de l'histoire. 3. L'événement totalitaire est purement négatif. Il détruit le politique, l'homme et le monde avec. La terreur, au contraire, est ce qui régit la conduite des hommes lorsqu'elle a été éradiquée, la possibilité même d'un agir et d'une liberté. Par la suite, Hannah Arendt, avec l'étude des révolutions américaines et françaises, nous offre 2 versions de la démocratie libérale. La version américaine. La question principale pour la révolution américaine n'était pas de savoir comment limiter le pouvoir, ni savoir limiter le gouvernement, mais comment fonder un nouveau pouvoir. En effet, à la différence de la Révolution française, le pouvoir de la jeune République américaine fut conçu indépendamment d'une extériorité résultant d'une déclaration des droits, comme celle qu'avait été la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. D'une certaine manière, les constituants américains jugèrent
plus prudent que tout nouveau pouvoir ne saurait tirer son principe de légitimité ni d'une quelconque force, ni d'une quelconque volonté. Comme l'écrit Hannah Arendt, la liberté politique ne réside pas dans le « je veux », mais dans le « je peux ». Et par conséquent, le domaine politique doit être constitué de telle sorte que pouvoir et liberté se combinent. Si le pouvoir est le résultat d'actions de liberté, le respect du pouvoir ne peut provenir de la seule liberté d'action du peuple, mais de l'acte fondateur ou de la Constitution. Dans le cas américain, la fondation se subdivise en deux mouvements. Primo, la fondation est une césure de la continuité mécanique dans le processus historique, l'appartenance au Commonwealth anglais. Secondo, la fondation est à l'origine de nouvelles actions sur lesquelles celles-ci ne peuvent exercer un absolu, mais en retour, ces nouvelles actions se définiront toujours par rapport à l'acte inaugural, la fondation. Dans la Révolution américaine, c'est parce qu'il y a des espaces publics diffus et ouverts qui antécèdent l'acte de fondation des États-Unis, le mouvement communal, les assemblées législatives des 13 colonies, que nécessairement cet acte laisse la possibilité d'institution d'un autre espace public où puisse s'exprimer la pluralité. Pour Hannah Arendt, les constituants américains n'avaient en tête une fiction et un absolu. La nation au-dessus de toute autorité est déliée de toute loi, mais une réalité vivante. La multitude organisée dont le pouvoir s'exerçait en accord avec les lois est limitée par elle. La distinction à faire entre république et démocratie, ou règne de la majorité, tourne autour de la séparation radicale de la loi et du pouvoir. Voyons désormais la version française de la démocratie. La Révolution française a voulu renouveler le genre humain plus que réformer la France, selon Alexis de Tocqueville dans son ouvrage « L'Ancien Régime et la Révolution ». La Révolution française pose en effet la préexistence d'un absolu, la souveraineté du peuple, celle de la nation, assemblée, se substituant à la souveraineté du monarque de droit divin, producteur ultime et définitif du sens de l'histoire. La souveraineté nationale implique l'existence d'un régime représentatif, c'est-à-dire un système politique dans lequel le pouvoir législatif est détenu par les assemblées parlementaires élues. Elle a par ailleurs des conséquences importantes sur l'organisation de ces assemblées. Le pouvoir qu'elles exercent ne peut être délégué ou partagé. La souveraineté est indivisible. Le mandat des représentants doit être limité dans le temps. La souveraineté est inaliénable. La nation ne peut déléguer l'exercice de la souveraineté de manière définitive. La souveraineté est imprescriptible. Le principe de la souveraineté nationale implique également l'interdiction du mandat impératif. Même si les membres des assemblées parlementaires sont élus en fait, dans des circonscriptions correspondant à une portion du territoire, ils représentent en droit l'ensemble de la nation. Les parlementaires ne représentent donc pas les seuls électeurs qu'ils ont choisis, mais la nation dans son entier. Ce sont les représentants du peuple. L'analyse des origines de la démocratie libérale, à travers les œuvres de Thomas Hobbes, d'Alexis de Tocqueville et d'Hannah Arendt, nous ont permis de comprendre les trois composantes essentielles de la modernité politique dont la démocratie libérale est consubstantielle. La première de ces composantes est l'importance de l'État et de sa souveraineté pour garantir la démocratie. La loi en démocratie ne saurait être l'état de nature. La seconde de ces composantes est que la société moderne est traversée par un pouvoir social qui limite l'action du gouvernement et par la passion de l'égalité entre les citoyens assurée par le droit. La démocratie n'est autre que la conjonction des deux, mais en son fort intérieur, elle porte toujours le risque d'un despotisme doux qui ne peut être qu'empêché que par une distinction des pouvoirs, une déconcentration et une décentralisation de ces derniers, par un système constitutionnel qui préserve les vertus et les libertés non seulement des citoyens,
mais aussi des corps intermédiaires qui composent la société. Finalement, la troisième composante est que la force de l'idéologie et l'abaissement des critères de la vie en commun, au nom de cette idéologie, risque de conduire toute société, y compris celle qui est démocratique, à un État totalitaire. La démocratie ne saurait être réduite à des procédures, ni même à un discours d'autorité. La démocratie normative, par nature, c'est-à-dire que ses citoyens et ses acteurs peuvent adhérer à des valeurs communes parce qu'elles ont mûri sur le long terme, l'acte de fondation, et qu'elles garantissent le pluralisme inhérent à toute société. Je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons dans la seconde partie du CLOM pour aborder les questions des conceptions de la démocratie libérale contemporaine.